Merci de m'avoir convié, de m'avoir invité. Merci et bonjour à toutes et tous. Euh, donc, il y a des choses qui ont été fondamentales pour l'eau dans la ville. Et quand Alphand, avec son grand paysagiste Barrier des Champs, il y a 162 ans, amène l'eau en ville, capte la nappe de la Seine, crée la cascade de l'Empereur, eh bien, innerve la rivière du jardin d'acclimatation, hein, qui vient, pour ceux qui connaissent ce lieu, se déverser dans la mare de Neuilly, qui est à gauche de ce plan, hein, qui est bien orienté au nord, avec donc l'entrée Sablon, pour ceux qui connaissent à droite, l'ancien Palmarium transformé par la MATP et bientôt par la maison LVMH, voilà, et puis le sud du jardin qui a aussi été transformé avec un bowling et maintenant donc la Fondation Vuitton. Et donc cet art du jardin du Second Empire, hein, qui a ses codes, qui a cette vision d'ensemble extrêmement structurée, et avec ce paysagiste de génie, on en a parlé d'autres tout à l'heure, vient créer effectivement avec Alphand ce jardin, parce que l'eau est là, parce que l'eau rafraîchit, et que ces paysagistes à l'époque, comme Barrier Deschamps vient ensuite intervenir notamment à Borély, au Rocher des Dons, mais aussi bien sûr au but de Chaumont, qui est un peu son chef-d'œuvre en 67, enfin 1867, euh, crée effectivement 150 ans avant, un projet contemporain qui nous rassemble tous aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la ville résiliente, la question de l'îlot de fraîcheur, la question de l'eau dans la ville. C'est le sujet de la journée d'études. Et que cette eau-là est à la fois dessinée, conçue, scénographiée, et en même temps crée effectivement un support pour les plantes, pour les animaux et pour les hommes qu'elle rafraîchit. Et dès qu'on a effectivement un dessin, dès qu'on a une scénarisation, eh bien forcément on crée des usages, on crée des traversées, on crée une autre façon d'approprier la rivière, hein, qui n'est pas uniquement un pont, mais aussi un jeu, hein, avec les passages qu'on a recréés il y a quelques années au jardin d'acclimatation. Et puis à un moment, la question de l'eau dans la ville, c'est aussi la question de l'eau qui met en scène un bâtiment, qui là, en l'occurrence, la fontaine sèche, vous en parliez tout à l'heure, madame, qui est aussi le cas pour que elle puisse mentalement alimenter la cascade dessinée par Franck Guéry au pied de son bâtiment. Et donc, on a étiré le motif avec Edwin Chan à l'époque, pour qu'effectivement l'eau semble passer sous le pont, qui devient une entrée pour le jardin d'acclimatation, et plus uniquement un accès pompier, et qui vient effectivement créer une brume ou un jeu avec le nuage de Franck Guéry en arrière-plan. Toute cette eau, toute cette fraîcheur, tous ces deux grands parcs, hein, qu'on connaît si bien, bien sûr, le bois de Vincennes et le bois de Boulogne, et puis cette rivière, ce fleuve, cette ville-fleuve, comme toutes les grandes capitales mondiales, eh bien, on montre bien comment les températures, hein, et le sentiment de fraîcheur, hein, diminuent énormément, parce que effectivement, il y a une régulation thermique, hein, grâce aux plantes, grâce à l'eau, et qui est extrêmement importante, et qui a été très bien documentée en 2012 avec le projet Epicéa apporté par Météo France. L'eau dans la ville, ici à Toulon, enfin la vallée du Var exactement, c'est l'eau qui alimentait aussi les industries, hein, on en parlait tout à l'heure. Là, c'est une fontaine, pardon, une mine d'eau horizontale qui plonge dans le Coudon, hein, qui est juste à l'est du Mont Faron, et qui était des réservoirs d'eau pour alimenter des moulins à farine, hein. Et donc, comment, en l'occurrence, dans ce parc qu'on a réhabilité, qui était l'ancien parc du préfet maritime, hein, à Toulon, et qui organisait effectivement ces réservoirs d'eau, qui a gardé ces réserves d'eau, qui sont devenus effectivement des bassins, et pour porter aussi la question de l'eau utile, hein, l'eau qui rafraîchit, mais l'eau utile, et qui ensuite va créer une rigole, va créer une alimentation gravitaire et va créer quelque chose qui nous permet d'arroser les plantes, mais aussi de poser une noix qui descend dans l'eau et qui fait des cascades, et un verger solaire en l'occurrence, avec une organisation qui raconte aussi le passé agricole de la plaine de Hyères, et du citron de la Valette. Comme on a les citrons à Menton, on a aussi les citrons à la Valette dans le Var.
À Nîmes, Antoine Briguerol en parlera tout cet après-midi. À Nîmes, la diagonale verte qui avait été conçue par des botanistes, des élus, des stratèges pour qu'on puisse créer un fil de l'eau depuis les jardins de la Fontaine jusque maintenant aujourd'hui le bois des Moutiers, le bois des Noyers, pardon, excusez-moi. Euh, euh, donc cette grande diagonale verte qui passe par les jardins de la Fontaine, qui passe par les arènes, qui passe par les allées feuchères dessinées par Marguerite et qui vient et qui va venir dans un an définir le parc Jacques Chirac dénommé ainsi par l'ancien maire de Nîmes, de cette petite ligne que vous voyez au fond, qui est une ancienne pépinière, une friche horticole avec le Vistre de la Fontaine, cuvelé et qui, dans ce parc, devient à ciel ouvert et permet aussi les ouvrages de décharge lors des grandes inondations à Nîmes. Et donc cette petite bande verte, comme un porte-avions, comme un Central Park, on l'appelle comme on veut, que vous voyez ici, juste derrière la gare, qui relie la ville à sa plaine. La... Oui, alors je vous la montre. Je ne sais pas si on la voit avec mon curseur. Ah oui, on la voit. Voilà, tout ça, ici. Voilà. Donc, on a cette grande friche qui fait 15 hectares, qui longe le Vis de la Fontaine, qui est cuvelée dans sa partie nord et qui a été réouverte dans sa partie sud, et qui, à l'échelle de la ville, eh bien, crée un caractère à la fois nourricier, à la fois ludique, à la fois de décharge, mais aussi de rafraîchissement. Donc, c'est un projet qui parle aussi de cette eau qui traverse un espace et qui va définir et générer des usages avec un paysage de référence qui renvoie effectivement à ce passé horticole riche. Les pichons, c'est eux qui avaient, les pépiniéristes, qui avaient introduit le marronnier d'Inde rose, que j'ai vu en fleurs au jardin du Palais Royal, alors qu'il n'est pas encore à Nîmes. Voilà, parce qu'il est mieux exposé au Palais Royal qu'à Nîmes dans son configuration, et qui effectivement organise demain dans un projet qui va être ouvert en mai 2027, eh bien non pas une friche industrielle ou une friche abandonnée, mais une friche horticole, où dans ce lieu-là, il y a des merveilles botaniques qui, avec l'eau qu'on remet en scène, avec l'eau, on reprend des passages à gué, comme au jardin d'acclimatation, pour relier les quartiers, puisque cet espace-là, c'est aussi une création de couture urbaine, où l'eau est effectivement absente, eh bien, devient un moment une résurgence, est utile par rapport à sa présence de la nappe du Vistre. Et c'est aussi des questions fondamentales en ville, c'est que les rabattements de nappes, les constructions des ouvrages souterrains, ont perturbé beaucoup dans les villes aujourd'hui, et bien effectivement les écoulements de nappes qui ont tendance à baisser, à être rabaissées, alors qu'elles sont si utiles pour effectivement les corridors écologiques. À Manosque, dans la consultation internationale des quartiers de demain, qui a été exposée à la Cité de l'Architecture, elle vient de finir. La réflexion qu'on a menée avec Biotech, à la fois hydrogéologue, paysagiste, hydraulicien, naturaliste, voilà, les projets de la rivière de l'Air à Genève sont témoins. Donc, de cette partie pris de dire que la rivière, même en ville et même surtout en ville, peut prendre sa place, peut effectivement faire des atterrissements, peut créer un paysage et qu'il n'est pas question de la cuveler, même si parfois il le faut, à Paris, à Madrid, même si à Madrid, ils en ont fait un parc. Mais en tout cas, la façon de mener la rivière et qu'elle puisse se dilater, créer des méandres, faire son chemin. C'est les carrés de chocolat de notre confrère à Genève, où effectivement ces carrés de chocolat sont devenus des îles, sont devenus des méandres. Ces méandres se sont rejoints et la rivière a fait sa place et a créé son propre lit. Et donc à Manos, c'était le sujet. Enfin, en tout cas, nous, on a pris le problème de l'eau en ville par ce sujet-là, en disant que le cœur du projet devait être une matrice paysagère hydraulique et écologique, et pas partir des équipements, même si c'était aussi une plaide sportive, et c'est une plaide sportive, et bien partir effectivement de la question de l'eau pour créer un paysage, pour créer une continuité,
pour créer effectivement un corridor écologique et hydraulique. Et c'est ce corridor hydraulique, écologique, paysager qui supporte les circulations douces pour arriver en train à Manosque et non plus en voiture et remonter jusqu'au centre historique, qui était le fer de lance et la matrice paysagère du projet, comme peut être une dune quand vous travaillez effectivement en espace dunaire en bord du littoral, ce qui nous est arrivé pour faire le schéma directeur de la plage de Pamplonne à Ramatuelle. Donc tout ça a créé des éléments qui viennent divaguer, qui viennent créer des atterrissements, qui vont créer par moments des perméabilités, qui vont créer par moments une façon de descendre à la rivière, mais aussi de la traverser et de mettre en scène cette eau qui rafraîchit la ville, bien sûr, par définition, en créant une épaisseur à terme, comme vous le devinez. Voilà, donc tout ça a créé effectivement des avant-après, une façon d'épaissir le corridor paysager, écologique et hydraulique, hein, et de raisonner non pas en équipement et en usage, même si c'est fondamental, mais d'abord en raisonnant en paysage hydraulique, et que c'est le paysage hydraulique qui crée la matrice. Et cette matrice, par temps calme, elle crée des usages, et par temps hydrauliquement haut, en crue, pour être très clair, elle crée une autre façon de s'écarter de l'eau et de créer un paysage en mouvement, et les éléments d'îles deviennent des vraies îles entourées d'eau, sans que ça génère effectivement des problématiques aux habitations qui, par moments, sont inondées. Ça a été le cas aussi à Nîmes. Je reviens au parc Jacques Chirac. Vous avez vu dans le plan, il y a un boulevard qui traverse cette grande pépinière d'un kilomètre et demi. Et on a gagné le concours, entre autres, en osant en zone rouge, donc en zone inondable, avec un PPRI très strict, où il ne faut jamais de remblai, ça c'est des principes fondamentaux, et bien d'oser monter la digue du boulevard qui traversait la pépinière, qui créait une digue, donc un obstacle pour l'eau, et de dire qu'il ne fallait pas traverser le boulevard par un passage piéton, mais passer plutôt sous le boulevard comme pour descendre à la rivière et créer effectivement une chasse d'eau, pardonnez-moi l'expression. Donc on a soulevé le boulevard pour le passer dessous. Et donc, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour les hommes, mais c'est aussi bon pour l'eau. Et comme ça, on a effectivement, avec des modèles hydrauliques très précis, montré qu'un projet de paysage, un projet de parc inondable, eh bien, permettait de diminuer les risques, effectivement, en cas d'inondation de tous les quartiers environnants. Hein. Ça, c'était Manosque, quartier de demain, la Ponce, quartier de la Ponce. On en vient à nos sujets de quartier historique, mais je voulais avoir cette introduction pour donner un contexte plus large, même si la question du patrimoine est fondamentale. Parce que d'abord, elle relie les gens, c'est notre matériel de Proust, c'est la façon effectivement qu'on prolonge une histoire. Et l'histoire du Rocher des Dons à Avignon, elle est fantastique parce que c'est comme un rêve de paysagiste, à savoir comment d'un rocher qui accueillait les moulins, les garnisons, les munitions, parce que si ça pétait, on explosait vers le Rhône et non pas vers le Palais des Papes. Et donc, comment ce rocher des Dons, avec la cathédrale des Dons, d'où son nom, effectivement, devenait un socle pour Barillet-des-Champs, qui demande en 1863 à Alphand et à l'empereur de lui prêter son paysagiste, hein, qu'il avait piqué d'ailleurs à la ville de Bordeaux après qu'il ait fait le parc des Quinconces, hein, qui existe encore, pour effectivement faire le rocher des Dons. Donc, c'est une organisation qui s'est passée avec le temps. Donc, on part d'un rocher, d'une cathédrale, d'une rampe que vous voyez en bas du plan, qui permettait déjà au 18e de monter à la cathédrale, et puis d'un socle, d'un mur, d'une immense jardinière de 3 hectares, hein, fait avec des pierres incroyablement taillées, ils avaient empilées comme des Legos, pour effectivement créer un socle. Et sur ce socle, avec des rampes qu'on voit en pointillés qui commencent à naître au milieu du 19e, hein, pour que Barry Deschamps, en 1863, signe avec son tampon d'architecte du paysage, eh bien, le cœur du jardin, l'esplanade, son esplanade, où en reprenant les codes de l'art des jardins du Second Empire, avec la question du nivellement, la question de la surprise,
la question de la scénarisation et de la mise en scène du bâtiment, hein. Donc, on sort du jardin anglais purement pittoresque en créant effectivement une vraie scénarisation d'un patrimoine végétal, d'un patrimoine architectural ou même d'un patrimoine vivant, hein, avec les aquariums, je pense aux aquariums du jardin d'acclimatation par exemple, et qui crée effectivement de façon extrêmement soignée et à la fois une déambulation, une eau qui part d'une grotte, qui est pompée dans la Durance, qui est ramenée le long de la République au jardin, et le jardin qui, une fois alimenté avec le système de la grotte, le système de l'étang, les systèmes des bassins en cascade, retourne dans le Rhône, hein, pour avoir un gigantesque circuit fermé où c'est le fleuve qui crée le réservoir, hein, voilà. Comme d'ailleurs Gilles Clément et Geoffroy Chaume ont fait aussi avec la Seine, puisque le parc qui est derrière la Défense, comme vous le savez, prend l'eau de la Seine, hein, en amont, filtre les plantes, enfin, elle est filtrée par les plantes et la rejette en aval. Là, c'est un système encore plus dément, puisqu'on pompe l'eau de la Durance pour la rejeter dans le Rhône, sachant que c'est la Durance qui se jette dans le Rhône après, comme vous le savez, à Courtine. Donc, l'organisation de l'eau, il le fait au jardin d'acclimatation, il le fait au Rocher des Dons, il le fait aussi un peu moins à Borély, même s'il y a une grotte aussi à Borély, c'est de dégager le centre, de dégager comme on dégage le fleuve dans une ville, et que les circulations sont plutôt périphériques, hein, même si elles traversent un moment, et que la question du glissement du regard, Louis-Michel Noury, qui est un 19e qui a beaucoup travaillé sur Barrier-des-Champs, sur Buller, l'explique très bien. J'avais travaillé avec lui en 2000 sur ce jardin déjà à l'époque, d'avoir effectivement ces mouvements de sol, ces questions de la surprise, des rocailles, du rapport du minéral et du végétal, se combine avec l'eau qui devient l'élément vivant à travers lequel, effectivement, les reflets, les mouvements, les rizisations, eh bien, font que l'eau devient presque un élément vivant en elle-même, symboliquement. L'ingénieur Pascal, donc en 1900, donc 40 ans, un peu moins de 40 ans après Barrier-des-Champs, complète le dispositif, améliore le dispositif avec des réservoirs multiples, et on voit toute la façon dont il crée ce plan aquarellé, où on a même les canalisations d'eau qui irriguent les pelouses, hein, voilà, qui organise le paysage en gardant l'esplanade du Barrier-des-Champs. Il a juste déplacé la statue d'Alten, qui a introduit la Garance au Contabonessin, qui en a fait sa fortune. Donc, c'était l'homme providentiel qu'on mettait en scène au bout de la perspective, hein. Et que ce paysage-là, des Barriers-des-Champs sous Pascal en 1900 et aujourd'hui, eh bien, met en scène, bien sûr, avec les différents belvédères, hein, évidemment, l'abbaye de Saint-André, le pont d'Avignon, le Mont Ventoux, enfin, tous les monuments de l'homme et de nature du grand paysage, et qui se complètent par le belvédère sur la ville, au sud-est. À l'époque, donc en 1863, sur la grotte, il dessine un château d'eau, hein, pour stocker cette eau qui pompe du Rhône depuis l'usine de Montclar, qui fonctionnait avec des machines à vapeur, hein, qui montait l'eau comme on le disait tout à l'heure, depuis le Rocher des Dons, et qui en fait effectivement un monument aussi incroyable avec un kiosque. C'est pas le Temple d'Amour qui dessine après en 1867 au but de Chaumont, mais c'est bien un temple, hein. On a toujours effectivement cette reviviscence du temple d'amour, et qui effectivement organise ces cascades, qui ont perduré un certain temps jusqu'à ce qu'elles soient transformées en belvédère, hein, simple, comme on a aujourd'hui, puisqu'on a remis en état, on a restauré la grotte et le belvédère qui est au-dessus. Tout ça, de tout ça a subsisté des ouvrages qui ont été gardés, qu'on a voulu garder aussi, parce que cette grande canalisation, elle traverse le jardin et elle longe la grotte encore aujourd'hui, hein. Alors, elle n'est plus utilisée, elle est un peu abîmée, elle est un peu trouée, mais on l'a gardée comme vestige, sachant que le premier vestige, c'est quand on arrive par le bas, par la Tour des Chiens, pour ceux qui connaissent Avignon. C'est qu'on peut arriver au droit du pont d'Avignon, prendre les remparts, prendre la Tour des Chiens et arriver par le nord du jardin et non pas par le sud étant l'accès place du Palais des Papes, la belle entrée, entre guillemets, avec les remparts italiennes. La question de l'eau, là on est en 1894, et la question de la ville,
est très savamment dessiné par Barry Deschamps, dans la façon dont effectivement on voit le grand paysage depuis le jardin, mais on voit la ville aussi depuis le jardin, hein, comment les grands monuments au sud du parc sont mis en scène, comment l'eau est bien conduite jusqu'en bas avec un effet de méandre qui se rétrécit avec ses parapets en rocaille et le reflet des monuments sur l'eau. Voilà. Qui ne peuvent pas se refléter sur le Rhône, mais qui se reflètent sur l'étang du Rocher des Dons. La question des rives, la question d'un profil identique, que ce soit le parc qui fait au nord de l'île, que ce soit Borély, que ce soit les Buttes-Chaumont, que ce soit Avignon, effectivement, il reprend toujours son petit gabarit de béton, hein, sur les bords, voilà, qui a toujours la même forme, avec bien sûr les autres codes, bien sûr, du 19e, que sont bien sûr le mobilier, les clôtures parisiennes, les candélabres qu'on retrouve encore aujourd'hui à Paris et qu'on a aussi restauré au jardin d'acclimatation. Le parti pris paysager a été conduit en accord avec la DRAC, puisqu'on a bénéficié, puisque ce jardin, depuis 1 an, est classé monument historique. C'est grâce à ça que la DRAC est intervenue et que l'État nous a aidé, enfin, a aidé la municipalité à trouver les fonds pour restaurer ce jardin. Donc, de bien différencier ce qui appartient aux coteaux, hein, qu'on a ici, et qui historiquement étaient effectivement des grandes pinèdes, des grandes chênées, des grandes lieuseraies, des grandes lauricilves avec les grands lauriers sauces, et de bien faire la partition entre ce qui appartient aux coteaux boisés secs, qui vont effectivement être replantés dans cet esprit, et puis l'artifice, on en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas de honte à faire de l'architecture et des jardins, et que la façon d'amener l'eau, d'amener la terre, d'amener les plantes, voilà, effectivement, crée un lieu magique en haut de cette esplanade. Et puis comment le dernier réservoir d'eau, construit en 1970, en supprimant le jardin un peu d'inspiration romantique que vous aviez à l'est du jardin, juste au-dessus de la prison, eh bien, a été transformé en réservoir d'eau qu'on propose de planter sur sa partie supérieure, hein, pour effectivement diminuer le caractère minéral et d'albédo qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, c'est des photos de la semaine dernière. On vient d'ouvrir, donc c'est un jardin qui est à la fois âgé et jeune. Voilà. On a encore du travail pour la saison prochaine. On va faire ça en plusieurs saisons. Et donc, on a remis en scène les arbres préférés de Barry et Deschamps, son séquoia de Californie, il le plante aussi en entrant à droite au jardin d'acclimatation, il en a aussi à Borély, ou alors les arbousiers de la colline, où il prend des arbousiers de la colline qu'il met aussi, hein, sur les bords. Et donc, cette partition du jardin entre ce qui appartient au paysage proche et ce qui appartient au paysage lointain, enfin même avec un désir d'exotisme, eh bien se mêle de façon prodigieuse sur ce lieu, avec la question des parapets, la question des statuaires, avec Charpentier qui a fait des statues magnifiques, notamment la Vénus aux hirondelles, qui est venue un peu après Barry et Deschamps, parce qu'elle était trop dénudée pour être à côté d'une église. Et puis, la façon dont la grotte, euh, réaccessible aujourd'hui, et son bassin, et ses rocailles, et ses parapets, qui avaient disparu dans les années 1930 pour des petits plottelets en béton et qui rendaient les choses peut-être plus modernes. Enfin, en tout cas, en 1930, c'était très moderne. Effectivement, reviennent effectivement aujourd'hui, recréer entièrement le ventre de la grotte. Alors, c'est pas un ventre aussi profond qu'au but de Chaumont, hein, mais qui effectivement qu'on a restauré. On a recréé donc les parapets en premier plan, qui eux-mêmes créés avec un béton des rocailleurs très lissé au galet, l'eau qui coule et qui fait l'eau se croise, hein, quand elle va sur les bords, elle se croise. Et de supprimer aussi toutes les carpes et les poissons. Il y avait 500 poissons rouges dans cette grotte avant. Ils vont revenir, hein, les enfants vont reverser leur bocal, tout ça. Bon. Mais on a voulu limiter aussi les problématiques d'asphyxie, etc. Donc les poissons, c'est très bien, mais ça crée beaucoup de matière organique. Voilà. Et puis la grotte est devenue quelque chose qui enveloppe le regard, qui enveloppe cet effet du vide
du ventre jusqu'à le vide du premier plan, avec des plantes aussi où on a continué l'histoire de l'acclimatation qu'il y avait dans ce jardin. La ville a refait une convention avec le domaine du Rayol, sur lequel donc je travaille depuis 35 ans maintenant avec Gilles Clément, pour effectivement avoir des plantes de Californie, des plantes du Chili, et comment on arrive à les acclimater à Avignon, parce où il fait un peu plus froid que le Rayol quand même, voilà. Et comment on arrive à trouver effectivement une adaptabilité, toujours dans la question de la ville résiliente, pas sur l'eau, mais sur bien sûr l'absence d'eau. Et si ça pousse sur la grotte, c'est que ça peut pas pousser partout, mais en tout cas, c'est facile. Voilà. Et puis la question de la brume, la question de la mousse, la question de l'eau qui ruisselle était aussi pour nous fondamentale pour développer, ce qui est aussi pour nous, dans l'agence que j'ai créée avec Juliette Aftec à Alep, donc en 2003, de développer un imaginaire et que notre travail de paysagiste, c'est aussi ça, le travail d'architecte qui participe aussi, bien sûr, évidemment. Quelques avant-après, donc ça, c'est la plus vieille photo qu'on a de la perspective, hein, quand on arrive du Palais des Papes, le bassin, on ne voit pas d'où il vient, on ne sait pas forcément d'où il va, en tout cas, on avait cette impression qu'on a essayé de recréer. Le vallonnement central, hein, les mouvements de sol qui sont renforcés par les mouvements de végétation, et puis Alten en majesté dans l'axe. Nous, on a trouvé le jardin dans cet état, c'est-à-dire qu'on n'y voyait plus trop rien. La Vénice aux hirondelles, elle est là. Hein. Entre-temps, avec l'année de la culture, il y a une petite buvette, enfin petite, qui s'est posée sur le bord du bassin. Bon, on espère un jour qu'elle parte, mais c'est compliqué. Et puis, une organisation de gestion, d'accès à l'eau, d'accès aux déversoirs, d'accès aux éléments qui enlèvent les feuilles des platanes, parce que les platanes déposent des feuilles qui sont compliquées et qui bouchent les exutoires. Voilà, avait généré, en fait, finalement, des barrières, des portillons, enfin, tout ce qui... Voilà. Et puis aujourd'hui, donc avec une buvette encore présente, mais malgré tout, un jardin qui retrouve sa perspective, qui retrouve son séquoia et qui retrouve la perspective au loin, même si on a envie de plus l'ouvrir. Et puis l'eau nous a inspiré pour créer des jeux d'enfants. Un jardin, c'est aussi pour les enfants et les parents. Et donc, on a retrouvé ce poème, enfin retrouvé, c'est pas nous qui l'avons retrouvé, il est dans toutes les bonnes librairies. Donc, les poèmes du fleuve Rhône de Mistral, contemporain de Barry et Deschamps, et qui parle très bien de l'eau, de ce fleuve tempétueux, de ce fleuve sur lequel il fallait pas s'approcher trop. Hein. Et pour faire peur aux enfants, on a inventé des mythes et des légendes. Hein. Les mythes et les légendes, c'est un peu parfois comme la religion, ça sert aussi à ça, de faire attention. Et le mythe, effectivement, de la Tarasque à Tarascon ou du Drac pas à Montpellier, à Avignon, eh bien, générait effectivement un animal avec les yeux palmiers, avec l'extrémité de la queue en forme d'iris, avec des ailes, et qui venait par moments se réfugier au droit de la grotte, avec son bébé, avec ses œufs. Voilà, et c'est devenu un drac qui maintenant accueille les gens, accueille les enfants, jusqu'à avoir effectivement une façon de monter dans son cou qui nous regarde quand on est en haut, et puis qui devient un spectacle, et comme s'il partait en bateau et qu'il allait rejoindre le Rhône après avoir pondu ses œufs en ductal au pied de la grotte. À Annecy, donc l'eau dans la ville, hein, vers chez moi, on a notre Venise provençale avec Martigues. En Haute-Savoie, on a la Venise des Alpes avec Annecy. Donc l'eau du lac avec le Thiers, avec cette rivière, etc. Elle nous a beaucoup inspiré pour la transformation avec Deveau et Deveau, architecte du Haras d'Annecy. On était avec euh, Régis à Avignon. D'avoir effectivement cette question, donc le Haras ici, le Haras d'Annecy, voilà, vous reconnaissez les canaux d'Annecy pour ceux qui sont allés, le lac, bien sûr. Et dans ce lieu historique, hein, monument historique, le Haras et son jardin, créé en 1894,
à l'image des haras qu'on voit partout, dans le nord de la France, au sud, avec toujours les mêmes pierres, les mêmes mots des natures, les mêmes bossages, les mêmes briques. Donc, un témoin de ces haras nationaux, hein, une écriture comme on avait les gares qui réunissaient une architecture, une famille d'architecture, les casernes, mais aussi les haras. Effectivement, dans cette architecture rayonnante et flamboyante de ces années-là. Il y a eu d'autres années, bien sûr, flamboyantes, mais notamment celle-là a marqué les grands édifices publics en France, comme vous le savez, et les haras en font partie. Et donc, ce haras, qui était donc un espace de travail, avec un tout petit parc 19e sur ses bords, hein, il y avait quelques séquoias, quelques libocèdres, quelques cèdres qui sont toujours là. Effectivement, comment on arrivait à recréer un espace de fraîcheur et de nature dans un espace extrêmement ensoleillé, extrêmement vide, euh, avec une grande carrière au centre. Et donc, on avait cette idée de dire comment on recrée une résurgence dans ce lieu, inspiré par tous ces canaux qu'il y avait dans la ville, inspiré aussi par les fouilles archéologiques qui avaient été menées par le SRA avant, où ils avaient bien prouvé, on avait des cartes pour ça, mais ils ont profité du projet pour faire des fouilles. D'ailleurs, au Rocher des Dons aussi, le SRA, les archéologues ont énormément fouillé avant qu'on arrive, hein, parce on faisait des trous, on a fait des réservoirs d'eau pour que l'eau circule. Oui, excusez-moi de revenir en arrière, mais sur le Rocher des Dons, on n'a pas repompé l'eau de la Durance et la rajouter au Rhône, ce n'était pas possible. Donc, on a recréé effectivement un réservoir immergé au jardin, hein. Donc, il a fallu faire une grande excavation pour une grande citerne de 30 mètres cubes avec un rocher affleurant, c'était compliqué. Mais les archéologues étaient ravis, ils ont pu fouiller sur 500 mètres carrés, c'était parfait. Euh, et donc, à Annecy, les fouilles avaient montré, et c'était dans le programme du concours, qu'au néolithique, les rives du lac étaient là, hein, et ils avaient récupéré des tessons, des occupations, voilà, avant que la ville gagne sur l'eau, hein, et donc la rive du lac était à ce niveau-là. Et donc, on a été beaucoup inspiré de ça. Le travail des architectes était de garder ce U historique avec les extensions contemporaines sur les bords, hein, donc de pas prendre sur le parc, mais de rester concentré, hein, voilà, blotti sur les L du U pour les usages un cinéma, puisque ça va devenir la cité internationale du film d'animation, hein, et une nuelle gourmande côté place gourmande, hein, au sud de mon plan, et que la façon dont on allait organiser ce vide, qui devient effectivement une résurgence, avec des îles, héritage de l'ancien parc, à un moment, on pouvait se mêler, rentrer dans le vide du parc, dans le vide de la carrière, pour créer effectivement un vide d'eau. Autrefois, c'était effectivement cet espace extrêmement minéral et extrêmement difficile à traverser, hein, qui nous était offert. Donc voilà le projet où on a d'abord raisonné euh, en, en continuité, comment on arrive sur le parc, où est-ce qu'on laisse sa voiture, où sont les mobilités douces à venir pour qu'effectivement on crée effectivement des cheminements ombragés jusqu'au haras, comment cette organisation de la ville de demain renvoie bien sûr à une architecture qui renvoie au paquier, qui renvoie effectivement aux grandes prairies emblématiques de la ville. Et puis à Annecy, pour ceux qui connaissent, peut-être qu'ils me comprendront, on a une lumière absolument extraordinaire. Il y a la lumière du lac est fantastique et la lumière de toutes les avenues plantées autour du lac qui se retrouvent dans les loggias et dans les coursives, les passages protégés, et une lumière assez blanche, assez claire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est très lumineux, il y a un bleu assez particulier à Annecy, et ça nous a inspiré pour recréer effectivement à la fois un lieu d'eau au centre, mais aussi un péristyle végétal qui vient capter cette lumière lorsqu'on longe les bâtiments avec l'eau qui renvoie à l'eau du lac. Et donc, c'était ça notre mythe et notre matière d'inspiration. Voilà. Donc, plus précisément, voilà comment le parc s'est organisé. Donc, on a raisonné sur 2 hectares et demi, puisque l'îlot fait 2 hectares et demi, 5000 mètres carrés bâtiments, les extensions des architectes que vous voyez là au sud et au nord, et un grand parc à la fois sur l'est, qui était le parc originel, et qui est venu gagner et qui est venu s'infiltrer dans ce vide-là
avec l'eau au centre comme élément à la fois de fraîcheur, mais aussi de jeu. Je vais vous en parler dans un instant. La question de l'eau dans la ville, dans cet îlot, c'est les jardins de pluie, c'est comment on infiltre à la parcelle, ça c'est une obligation, mais à un moment il faut le faire. Donc comment les jardins de pluie viennent organiser tous les pieds de façade, avec des jardins en creux, hein, qui sont capables d'absorber les niveaux d'eau, qui renvoient à la nappe, hein, nappe qui est effectivement à 5-6 mètres, mais avec une couche d'argile en entre, qui est un peu compliquée à traverser, et comment cette eau des récupérations des toitures renvoie effectivement à la fois à la nappe, nappe qu'on pompe pour arroser effectivement les plantes et qu'on voulait pomper pour aussi alimenter le réservoir, puisque cette place fontaine, c'est ce qu'on l'a appelé, est en circuit fermé. Donc voilà comment, à travers une organisation, on n'a pas raisonné en bassin, on ne voulait pas d'un bassin, on ne voulait pas d'une fontaine sèche, même si c'est le cas dans le sens où en hiver, il n'y a pas de rive et c'est une place. Voilà, donc on a préféré le terme de place fontaine. La place, pour nous, ça nous intéressait pour à la fois garder du vide dans le projet, hein, donc on ne faisait pas un parc complet. C'est comme le vide de l'étang de Barrier-des-Champs à Avignon. Et comment ce vide crée effectivement un usage et que quand la place n'est pas inondée comme une flaque, eh bien, c'est une place où on peut jouer, où on peut avoir des événements, on peut avoir des concerts, on peut avoir un cinéma en plein air, on peut, voilà, les petits chevaux, enfin bon, que sais-je. Enfin, je parle de ce qui c'est déjà passé et ce qui va se passer demain. Et comment effectivement cette organisation du paysage fait que la place n'est pas horizontale, mais elle l'est au milieu, mais elle est en pente sur les bords. Voilà, donc c'était le mythe de la mer Rouge, hein, qu'on avait développé à l'époque en disant l'eau, à un moment qu'on arrive, ben, l'eau s'écarte, hein, et glisse sur les pentes et pas sur le centre. Et on peut garder les bords immergés, inondés, alors que le centre reste effectivement sec. Le centre étant bien sûr l'axe historique du Haras, qui met en scène la sellerie et les plus beaux monuments. Comment cette organisation du vide et de la place Fontaine crée effectivement un parcours, crée un circuit, comment ce circuit on le scénarise, comme Barrier-des-Champs l'avait scénarisé à Avignon, et comment ces différents états de l'eau, hein, entre l'eau qui brume, l'eau qui glisse sur les pentes, l'eau qui s'écarte ou l'eau qui devient un miroir, eh bien effectivement constitue à la fois quelque chose qui renvoie quand même à une architecture de la place, hein, et qui répond à l'architecture du bâtiment, hein, mais en même temps, à un moment, se diffracte, se casse, s'arrondit, hein, pour devenir effectivement les allées du jardin. Donc on a différents états de l'eau, je ne vous fais pas tous les scénarios qu'on a pu faire, et qui effectivement permettent d'un moment que l'eau, parce qu'il pleut, parce qu'elle arrive, inonde la place petit à petit, mais du bas, hein, donc l'eau monte, elle descend, elle peut s'arrêter au milieu, voilà. Et cet effet de la vocation naturaliste du parc, qui nous a été aussi fortement poussé par le maire d'Annecy, mais il n'a pas eu beaucoup de mal à nous pousser, on était déjà des deux pieds dedans, et bien créer effectivement des différents états de l'eau. On a récupéré les pavés des écuries pour faire les allées, bien sûr. Voilà, et qui par moment renvoie effectivement à plus quelque chose du reflet, du jeu où on se glisse dans un ruban. Et puis par moment, tout simplement, on a le rapport entre la neige et les montagnes enneigées comme horizon. Je vous remercie. Oui, oui, merci beaucoup de cette... Sur le bord du bassin, vous branchez des bidons avec le béton. La question, c'est quoi la question? Oui. Ouais.
une autre question, c'est la même chose sur Varier des champs, même si on reste dans des rayons. Mais comment, parce qu'en fait, c'est des paysages qui varient très forcément d'une saison à l'autre. Comment on imagine dans les moments où c'est très chaud, où c'est la canicule en fait. Alors, sur la rive de Barrier des Champs, sa rive fétiche, tu sais, c'est comme Guéry qui fait du earthquake à 4/5e en 50-40. Il ne s'embête plus avec ça. Il a son modèle. Barrier des Champs, il avait sa rive modèle. Euh, euh, à, En tout cas, toutes les photos historiques qu'on a eues, et celle-là est la plus vieille, la plus ancienne, c'était dénudé et il n'y avait pas de végétation. On avait presque l'impression qu'ils coupaient les lierres et les pervenches au ciseau, enfin au ciseau, au sécateur Pradine, bien sûr, sur les bords. À Lille, j'y suis allé. Effectivement, là, ils ont beaucoup laissé gagner la végétation et je pense que c'est une des raisons aussi des désordres qu'il y a eu. Parce qu'à un moment, les racines, elles poussent. Hein, voilà. On a eu ça, on a ça à Avignon. On a deux grands platanes qui datent de 1865. Euh, donc, quand on a reconstruit le bassin, parce qu'on a pas à Nîmes, excusez-moi, à Avignon, on a reconstruit le bassin entièrement. Hein, parce qu'en 2000, pour la buvette, ils avaient fait un pan coupé dans le méandre de Barré. Enfin, bon, bref, voilà. C'est la première fois que je vois un chantier autorisé par le ministère de la Culture arrêté par le ministère de l'Environnement. Enfin, c'était dément. Dément. D'ailleurs, le bâtiment n'est toujours pas autorisé. Enfin, il existe encore, mais il n'est pas autorisé. Donc, quand on a déposé avec Régis Debout, excusez-moi, j'ai mangé son nom tout à l'heure, avec Régis Debout, architecte du patrimoine, quand on a déposé le permis, on a fait parce que c'était un point d'achoppement entre la DRAC et la maire, l'ancienne maire qui n'est plus maire. Euh, En fait, elle voulait absolument garder sa buvette parce que les Avignonniers ne comprendraient pas pourquoi on démolit quelque chose qui a été payé par l'argent public pour en construire quelque chose de peut-être mieux placé. Bon, ben, c'est un problème, c'est des problèmes politiques, mais qui peuvent se comprendre. Et on a compris à un moment que si on lâchait pas là-dessus, ou si que la DRAC, j'arrivais pas à convaincre la DRAC de lâcher là-dessus, on ferait pas le projet. C'est beaucoup ça comme ça hein, qu'on fait des projets. À un moment, il y a des choses, il faut les lâcher parce que si on ne lâche pas, on n'arrive pas, mais il ne faut pas le lâcher non plus parce qu'il faut le garder dans l'esprit. Donc, quand on a déposé le permis, euh, on a mis un schéma directeur paysager qui rappelait l'histoire, qui rappelait effectivement les choses et comment les choses étaient construites et qu'on n'oserait jamais poser une buvette sur le canal de Versailles. Donc pourquoi on pose une buvette sur l'étang de Barrier des Champs? Bon, bref, voilà. On ne l'a pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. Et donc on a redessiné le jardin, même au niveau des attentes des réseaux secs et des réseaux humides, pour déplacer la buvette. Donc nous, on la met vers le set du Liban, enfin pas sous le set du Liban, mais un peu avant, parce qu'en plus, on est certain que Barrier des Champs avait, en montant du plateau bas où on a mis le drac, on monte au plateau là et on a dans l'enfilade l'habillé de Saint-André, au bout, en diagonale. Et l'architecte, qui était Gaetano Pecce, qui lui avait, juste pour l'année de la culture, dessiné un sucre sur le bord de l'étang, et puis le sucre, il fondait, à la fin de l'année de la culture, il partait, quoi. Enfin, c'était une œuvre éphémère. Voilà. Et ils n'ont jamais réussi à faire une peau d'un bâtiment en sucre, enfin en sucre, c'était des sucres effilés, ils ne sont jamais arrivés. Mais comme ils avaient l'autorisation de faire une buvette, bah, ils l'ont faite en dur, quoi. Voilà. Bon, et elle est toujours là. C'est ça l'histoire, en fait. Et donc, on pense en plus que de déplacer cette buvette, ça retrouve cette perspective en diagonale qui est fantastique. Alors qu'on a, bien sûr, quand on monte sur les rampes, hein, elle n'est pas complètement perdue, mais bon. Et, euh, et donc, voilà, donc quand on a déposé le permis, je vous donne cette astuce, parce que ça fait plusieurs fois que je le fais, ça, c'est qu'en fait, on fait un schéma directeur paysager qui dresse le jardin à 10, 20, 50, 100, enfin bref, un jardin, c'est pour l'éternité, n'est-ce pas? Et malgré tout ce qui s'est passé, les guerres, etc., bien, dans bien trop d'autres lieux, c'est des choses qui ont persisté. J'espère qu'en Iran, Ispahan ne va pas être détruit et que les jardins perses ne vont pas être détruits. Euh, et que l'organisation de ce paysage, eh bien, on l'a dessiné
budgété, etc. Voilà. Donc, on va voir ce qui se passe avec le prochain maire qui vient d'arriver. Bon, voilà. Pour Manosque, pour Manosque, c'était un concours. Malheureusement, nous n'avons pas gagné. On ne gagne pas à tous les coups. Voilà, c'est Topotech qui a gagné ce concours en faisant un projet d'équipement public. Il a fait un gymnase. Voilà. Je ne veux pas être méchant, j'espère qu'il n'y a pas Topotech dans la salle, mais bon, il a fait un gymnase. Et, donc, nous, on avait considéré qu'il fallait retravailler avec Nicolas Debillet Biotech le projet à partir de l'eau. C'est pour ça que je l'ai montré. Voilà. Donc, malheureusement, on ne verra pas ça, sauf si le projet ne se fait pas et qu'on est rappelé par le nom. Je n'y crois pas. Voilà. Donc, voilà pour Manosque. Mais pour Manosque, en tout cas, ce qu'a fait celui qui a créé Biotech, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, un paysagiste formidable, qui avait d'ailleurs le Grand Prix du paysage à la Biennale de Barcelone il y a une dizaine d'années, enfin, la rivière Leyre, donc au pied du Salève à Genève, voilà, a été faite comme ça, sur ce principe-là, hein, de carré de chocolat, donc de losange, hein, voilà, où effectivement, il a laissé la rivière faire son lit, faire ses atterrissements, faire ses méandres, voilà, même s'il y a un déversoir à côté qui permet à un moment de décharger pour ne pas inonder, hein, c'est ce que vous avez raconté tout à l'heure, hein, c'est qu'à un moment, il y a des ouvrages qui effectivement permettent de sauver les gens. Et en tout cas, les atterrissements et la façon de faire un parc perméable est possible. On en a fait un à Perpignan il y a 2 mandats, qui s'appelle le parc Saint-Vicent, c'est vers Cavestany, c'est le sud-est de Perpignan, où là, on a vraiment fait un parc inondable avec un bassin permanent, avec une rigole d'alimentation agricole, comme le monsieur nous montrait pour Gaudi. Hein. Voilà, donc c'est des filioles, hein, c'est des rigoles, c'est des empadrates ou des agouilles dans les PO, et qui effectivement a créé des grandes dépressions. On est en train de faire ça aussi à Nîmes, on en parlait tout à l'heure, qui peuvent se remplir, qui sont accessibles, où on a mis des tables de pique-nique, voilà, des arbres, et quand le parc est inondé, l'eau arrive au ras des tables de pique-nique. Voilà. C'est pas calculé pour, mais ça tombe bien. Voilà. Et ça marche très très bien. Et on a fait une digue au milieu, enfin une levée plutôt, une levée qui, lorsque tout est inondé, on peut quand même marcher entre les bassins et traverser le parc, puisque c'est des parcs qui relient des quartiers de la ville et donc qui sont utiles à garder même quand il pleut. Je voulais juste dire que c'était Georges Descombes, je pense, quand Voilà, vous cherchez le nom. Descombes. Voilà. Absolument. Et que je suis aussi quand même très surprise par cette histoire de berge du bassin, enfin des bassins de Barillet. Moi, j'en ai une juste 2 secondes, sur l'eau à Avignon. À la fin, donc, vous avez créé un réservoir. Et où est-ce que vous l'avez mis? Et quelle est l'eau qui vient dedans? Donc le réservoir, il est là, tout là. C'est là qu'on avait le moins d'arbres, le moins de racines. Donc il est ici. Donc c'est une grande citerne allongée comme un cigare des étés de pompiers, là, hein, de 30 mètres cubes qu'on a enterré. Et en fait, l'eau, donc arrive par la grotte, traverse. On a refait un pont, enfin on a refait un pont, une liaison, hein, avec les parapets que vous avez vus là qui sont neufs. Hein, ça a été avec l'entreprise Girard, ça a été un combat absolu pour arriver à faire les rocailles parce que ça se décrit, on a des références. Si à un moment c'est comme un bon maçon ou un bon rocailleur ou un beau hein, il faut les assembler, qu'on voit pas les joints, bon. Donc ça a été mais c'était une expérience humaine très intéressante. Euh, et donc en fait l'eau arrive donc dans la grotte. Passe du bassin de la grotte à l'étang, ce qui nous permet d'avoir les petites ridules de l'eau qui glisse, enfin, l'eau voilà. Avec une première cascade, et là on s'est vraiment inspiré des aquarelles de Barillet Deschamps de 1863. Hein, il faisait une cascade ici, il faisait une cascade ici. Donc on a recréé des seuils qui permettaient à l'eau de descendre par palier. Et ensuite, donc, elle arrive ici.
la recascade. Avant, elle descendait ici, d'ici, et puis elle allait jusqu'au Rhône. Hein. Là, on arrivera à terme, il faudra un deuxième bassin pour ces ces 3 petits bassins. Et en fait, avant d'aller à la citerne, elle est filtrée ici avec des filtres à lamelles, des filtres à sable, enfin bon, des filtres. Voilà. Et après, elle arrive à la citerne et elle est reprise. Voilà. Sachant que quand c'est de l'eau potable. Et qui Voilà. vient d'Endurance? Bah oui. Ah, voilà. Et qu'on ne paye pas en eau potable puisqu'on ne l'assainit pas. Enfin, l'assainit pas. C'est de l'eau brute comme c'est le compteur d'eau vert, le compteur bleu là. Mais à la base, c'est l'eau potable. Ouais. Et à Annecy, pareil, donc la pluie, parce que c'est un grand impluvium cet étang, hein, le bassin de la Grotte, donc ça, la pluie alimente aussi reva dans le réservoir. Voilà. Voilà. Et le réservoir, on en parlait tout à l'heure, enfin, comme tout système de fontainerie, à un moment, ça déborde, donc on a un déversoir qui va jusqu'au Rhône. On envoie les eaux pluviales jusqu'au Rhône. Alors, on a eu des fouilles écologiques pendant 3 mois au Rocher des Dons, 6 mois à Annecy. En fait, quand on a démoli le bassin, on a retrouvé le bassin historique, avec d'ailleurs une épaisseur de béton de 12 cm, pas ferraillé. Voilà. Quand ils ont refait le bassin en 2000 pour l'année de la culture et la fameuse buvette, ils ont gardé l'ancien bassin. Vous allez me dire, au moins, on a retrouvé la vraie forme, la fameuse. Euh, C'était pas ferraillé non plus. Enfin, ils avaient fait ça comme dirait ma fille, à l'arrache. Voilà. Et quand on a, alors d'abord c'était de la boue parce que ça fuyait. Hein. Et on n'a pas trouvé de reste quand ça a séché. On n'a pas trouvé de reste. On a juste quand on a fait parce qu'on a fait un petit bâtiment contemporain ici en béton sablé, enfin même tardé sablé. On ne voulait pas refaire c'est le pavillon des jardiniers et des éco-gardes, parce qu'on travaillait avant sous les escaliers dans des conditions atroces. Et on voulait garder des jardiniers sur site, parce qu'on est loin quand même des temples municipaux. Et rien que si on n'avait pas de locaux sociaux sur site, la moitié de la journée était foutue. Quoi, voilà. Et puis, on tenait à ce que les gens soient sur place, renseignent les gens, les a formés à reconnaître les 20 arbres magiques, les arbres variés des champs, les nouveaux arbres. Enfin bref, donc il y a un lieu effectivement de. Et puis aussi, c'est là où on a les toilettes. Voilà. Et donc là, on a fondé sur le rocher, de fait. Et là, les archéologues ont retrouvé des petits tessons, des briques, mais pas grand-chose. Voilà. Ah, l'archéologie des jardins. Non, non. Excusez-moi. Oui, là, je parlais plutôt des occupations humaines. Pardonnez-moi. Non, 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 non. On a fait beaucoup de coupes géologiques, enfin de coupes pédologiques, pardon. Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est que en fait, l'épaisseur de terre ramenée par Barrier des Champs, enfin, et ses jardiniers, était assez faible. C'était vraiment de la grave tout venant qu'on récupérait, je pense, sur les bords du Rhône. Et en fait, il avait 40-50 cm de terre végétale, pas plus. Alors, vous allez me dire, souvent, comme vous le savez, les arbres vivent sur cet horizon-là. Après, ils s'ancrent pour tenir. Mais là, c'était vrai. Enfin, on pensait qu'il avait vraiment rempli la jardinière, vous m'avez parlé, de façon plus importante, alors qu'en fait, il avait porté peu de terre. Alors, vous imaginez que tout ça avait été fait à la main à l'époque. Hein. Euh, Vous allez me dire, à Versailles, ils ont fait pire. Hein. Ou mieux, je ne sais pas. Non, par contre, on a beaucoup amendé. On a beaucoup aussi mycorhizé. Enfin, voilà, on a beaucoup réactivé voilà. La matière organique n'était pas si mauvaise. Par contre, c'était des sols qui étaient asphyxiés, qui étaient compactés, qui étaient plus perméables. Au Rocher des Dons, le sol était tellement dur que pour replanter chaque année un peu de fleurs, bon, bref, il plantait en pot. Il faisait des trous, il mettait les pots.
Et en hiver, ils enlevaient les pots, ça faisait des trous d'ailleurs. Voilà. Donc, vous voyez, c'était complètement dément. Parce qu'en fait, ce problème-là, enfin, ce problème de restauration des jardins, mais vous avez ça ailleurs dans vos métiers et références respectives, c'est qu'à un moment, les élus disent, bon, on ne va pas investir parce qu'on va le restaurer. Donc, n'investissons pas. Voilà. Par contre, pendant ce temps-là, on met tout ce qu'on ne veut pas mettre ailleurs. Hein, voilà. Ça aussi, c'est ultra classique. Au jardin d'acclimatation, c'était ça. Hein. C'était dingue. Hein. C'était, bon, bref. Et puis à un moment, en fait, ce qui les a fait se décider, c'est la mortalité des arbres. C'est qu'à un moment, les sols étaient tellement piétinés, euh, tellement non régénérés, puisqu'on plantait plus, bah, qu'à un moment, vous le savez, hein, les choses s'épuisent, les sols s'épuisent, les arbres s'épuisent, les jardiniers s'épuisent aussi. Euh, et donc, voilà, c'est la mortalité qui a fait le déclic. Parce que justement, l'endroit de fraîcheur pour les Avignonnais et pour les gens du quartier, parce que tous les gens du quartier autour, c'est le seul parc à Avignon. Donc les gens du quartier, ils y vont 4-5 fois par semaine. C'est leur jardin, quoi. Et bah, il n'y avait plus d'ombre. Enfin, en tout cas, on sentait qu'il allait bientôt plus avoir d'ombre, à force de couper. Et puis, des arbres qui meurent, les gens sont, comme vous le savez, sont très attentionnés à ça et très tristes à ça. Et puis, il y avait moins d'oiseaux, il y avait, enfin voilà, enfin, Et les platanes de 1867, ils sont où et ils sont dans quel état? alors, ils sont là. Alors, il y en avait un ici qui est toujours là, dans l'axe. Je vous remets le plan. En fait, je vous montre le plan historique. Voilà. Donc, en fait, il avait planté un très gros platane ici qui est toujours là. Il avait planté un alignement de tilleuls à feuilles cordées ici qui sont toujours là. Et il y avait deux grands platanes. Ces deux taches-là, c'était deux platanes. Ah, voilà. Et ça, c'était son séquoia, finalement, qui a été planté là. Quid du remplacement de ces arbres? Alors, on a replanté. Pardon? Ouais, je suis d'accord, mais il y a une petite ombre quand même. Hein, tu vois, regarde. Hein?